But today, as I've explained and I mentioned to you, Bruno Patino is with us. And he told me that he never came actually at ESSEC since 1990. So actually it changed a lot, the building, but also the students. And it's a great pleasure for us to welcome Bruno. Il est président d'Arte, également professeur associé à Sciences Po et essayiste. Un de ses derniers livres, Submersion, est publié aux éditions Grasset. Auparavant, il a d'être président d'Arte, la chaîne de télévision. Il a été directeur éditorial d'Arte France, mais également dans différents médias, également correspondant étranger du Monde au Chili, président du Monde Interactif entre 2000 et 2008, également président de Télérama et vice-président du groupe Le Monde, directeur de France Culture, directeur général en charge des programmes des chaînes, de la stratégie et du numérique de France Télévisions. Mais comme je l'ai dit, Bruno est également auteur de plusieurs ouvrages dans les médias. Une presse sans Gutenberg, aux éditions Grasset également, La condition numérique, Télévision, simplement mais avec un S, La civilisation du poisson rouge, Tempête dans le bocal, S'informer à quoi bon, et récemment, comme je l'ai dit, Submersion, Grasset. Bruno, vous êtes évidemment ici chez vous, même si ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu à la maison, mais c'est maintenant, et nous vous accueillons très chaleureusement. Bonjour, good afternoon. 2 challenges today: find my way in the new buildings. I didn't know them. The second challenge, speak in English. I will just start in English, end in English, and you will forgive me. I will develop some ideas in French. I'll be more comfortable doing that. But so, it's also a surprise to be here today with you because we're in a business school which values normally 2 things: the fact of being an entrepreneur and the fact of planning all the initiatives you take. I'm afraid in both cases not to be an example. I'm not an example by any standard anyway, and not have much advices to give you as well. But thinking about it, I came to the conclusion that if your professor has asked me to sit on the jury, it's probably because he knows better. So for nearly 30 years now, my job has been to put the public in touch with narratives. Narratives that speak of reality, in which case they come under the heading of information, when they are verified, independent, and accountable. Documentaries, when they take an author's look at reality, or narratives that appeal to our imagination, fiction, films, or others. I was a journalist first, press publisher then, and eventually web, radio, and television director. But my career has had one and only one constant: the belief that narratives can change the world and can change a person's destiny for better or worse. The belief that narratives can emancipate people or, on the contrary, contribute to their servitude. In short, narratives are one of the many places where the battle is fought, and it's worth getting involved at any time. And the belief in the end, and I will switch to French now, oui, ça vaut la peine de s'engager. Ça vaut la peine de trouver un lieu où se battre et s'engager. Et moi, je le pense, que vous soyez salarié, entrepreneur, volontaire, artiste, fonctionnaire. Le message que j'aimerais vous livrer aujourd'hui, avant de vous parler de 2 ou 3 petites choses, c'est engagez-vous et faites-le sans oublier le bien commun, parce que vous voyez, votre professeur disait il n'est pas revenu à l'ESSEC depuis 1990, ce qui fait qu'évidemment, beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas nés quand j'étais dans cette école, mais vous verrez qu'à mesure que le temps passe, le fait de s'être engagé pour le bien commun pèse de plus en plus dans l'analyse que vous pouvez faire de votre vie et de votre parcours professionnel. Alors voilà, maintenant je vais partager avec vous, puisque je vous ai dit que j'adorais les récits, et vous voyez, je suis un peu plus à l'aise en français pour le faire. Je vais essayer de partager avec vous 2-3 petites histoires qui m'ont guidé, je pense, dans ma vie et qui, je pense, peuvent être un peu utiles. Après tout, mon métier, c'est de croire que les histoires, les narratives sont utiles, donc je vais vous en partager 2-3.
Vous en ferez ce que vous voudrez, mais en tout cas, elles m'ont servi. Elles m'ont servi parce que d'abord, j'ai jamais vraiment eu de stratégie. La meilleure définition de la stratégie pour moi, c'est celle de Bonaparte, hein, Napoléon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et je trouve que c'est une excellente définition de la stratégie, et donc ça ne va pas très très loin, et c'est très bien comme ça. Les professeurs de stratégie ici apprécieront. Et la deuxième chose, c'est j'ai même pas de plan, parce que pour moi, la meilleure définition d'un plan, c'est celle qui existe dans un film qui n'a pas encore été diffusé sur Arte, qui s'appelle L'Arme Fatale 3, dans lesquels, je vois que certains connaissent, ça me rassure, dans lequel les deux héros qui sont dans une très fâcheuse posture et sur le point de mourir se parlent, l'un dit à l'autre c'est quoi ton plan? Et le deuxième dit j'ai un plan, oui, on s'en sort. Et je trouve que c'est une très bonne définition des plans. Et donc, trois petites histoires qui, à un moment donné, m'ont guidé. Il y a une interview il y a très très longtemps, je m'en souviens bien, qui m'avait totalement frappé. C'était un grand reporter absolument légendaire qui racontait sa vie de grand reporter et qui disait un jour, mon patron m'a dit, mon directeur de la rédaction m'a dit, ce qui est bien avec toi, c'est que tu n'es pas très intelligent, donc tu peux être un très bon journaliste. Le reporter dit, au début, je le prends très très mal, évidemment, et puis finalement, je me dis, en fait, il est en train de me dire quelque chose d'autre. C'est pas une blague, c'est pas une critique, c'est quelque chose de très important. Il est en train de me dire, en fait, tu réussis à te laisser surprendre par l'événement. Quand l'événement est face à toi, tu n'essayes pas de l'avoir déjà compris avant même qu'il ait lieu, tu ne lui appliques pas tes stéréotypes ou ta grille d'analyse déjà toute faite, tu te laisses à un moment donné porter par l'événement parce que quelque part cet événement va te surprendre et en te surprenant, tu vas le raconter comme ça, tu vas voir à quel point justement il peut changer la vie des gens et changer ta propre vie. Et donc moi j'ai essayé toujours d'appliquer ça, ne pas faire trop le malin, ne pas faire, j'espère, le gars trop intelligent, et essayer de me laisser surprendre par les événements et par les rencontres. Et c'est justement les rencontres qui m'ont permis, souvent dans cet état d'esprit-là, de faire ou de prendre des décisions qui étaient perçues comme totalement stupides par beaucoup de personnes qui pensaient avoir compris tout de la situation, et y compris moi-même d'ailleurs. Parce que se laisser surprendre par l'événement ou par la rencontre pour prendre une décision, c'est juste se poser la seule question, c'est est-ce qu'à un moment donné, si je ne le fais pas, je ne vais pas le regretter toute ma vie? Et en fait, celui qui m'a appris ça, ça a été mon premier patron, parce que votre professeur l'a dit, j'ai fait maintenant une très longue carrière dans les médias, le journalisme, mais au début, j'ai commencé aux Nations Unies. Et puis, par les hasards de la vie, alors que j'étais en poste à Santiago, au Chili, j'ai commencé à faire de la correspondance pour Le Monde. Et un jour, mon patron me convoque et me dit « Écoute, tu fais très bien ton boulot, il n'y a pas de problème. Ta carrière pour les 40 ans à venir est assurée, puisque tu as le statut de fonctionnaire international. Mais quand je te regarde, je vois bien qu'il y a une petite lumière qui s'allume dans tes yeux à chaque fois que tu fais un papier, que tu interviews quelqu'un, etc. Donc moi, je serais toi, vu l'âge que j'ai, je quitterai les Nations Unies, ce que personne ne fait jamais, je démissionnerai de mon poste de fonctionnaire international à vie, et puis j'irai courir les interviews, les papiers, en étant pigiste, sans revenu, enfin tout ça, etc. Je l'ai fait, à la terreur de mes parents, et je ne l'ai jamais regretté. J'aurais peut-être pu le regretter, mais je savais profondément qu'il avait raison, que si je ne l'avais pas fait, je l'aurais encore plus regretté que si je l'avais regretté en l'ayant fait. La deuxième chose, évidemment, dans les choses où il faut se surprendre, c'est que, en dehors des rencontres, il y a les rencontres que vous agglomérez autour de vous. Rapidement, moi, je me suis toujours dit, j'ai pas eu la chance de monter un groupe de rock quand j'étais à l'ESSEC ou à Sciences Po. Donc, finalement, j'ai essayé de le faire au boulot. Donc, d'avoir à un moment donné un groupe de gens qui devenaient des amis, ou avec lesquels on se comportait vraiment pas seulement comme une équipe, mais comme un groupe en réalité. Donc vous embauchez des gens plus intelligents que vous, qui savent faire des choses que vous ne savez pas faire, avec qui vous avez l'impression que ça va vraiment, on va s'amuser. Et comme je le dis souvent, on ne va pas détruire des chambres d'hôtel, mais quand même, on va essayer un peu de bouger les choses dans les endroits où on est. Et oui, j'ai tendance à penser que
Votre professeur a dit, oui, j'ai travaillé dans des endroits qui étaient pour le moins assis. Le Monde, France Télévisions, France Culture, Télérama, Arte aujourd'hui. On n'a pas l'impression que c'est des endroits très rock. On a essayé quand même à un moment donné, avec un très bon esprit évidemment, de rock the place, comme on dit, un petit peu. Et c'était vraiment formidable. Et donc, chez Facebook, on disait avant, et on ne le dit plus parce qu'on l'a un peu trop fait, move fast and break things. Ils ont cassé énormément de choses, en fait, donc ils ne le disent plus aujourd'hui. Mais nous, on a essayé de faire move fast and build things. Et donc, quand vous pouvez, quand vous avez la joie de pouvoir à un moment donné un peu secouer de façon positive les endroits où vous êtes, en groupe, moi, j'ai appris, en tout cas dans ma vie, qu'il n'y avait pas de meilleure chose à faire que ça. La deuxième image, en petite histoire que je voulais partager avec vous, et ça va frapper, c'est mon âge. J'avais 15 ans quand John Lennon a été assassiné. Et dans une de ses chansons, il dit « Life is what happens to you when you are busy making other plans ». C'est toujours dans cette idée de la surprise, c'est-à-dire que vous aviez prévu un truc, vous faites des choses, et à un moment donné, la vie, qui a beaucoup plus d'imagination que vous, même si on a beaucoup d'imagination aujourd'hui, elle arrive et elle peut secouer vos plans. Elle peut changer les choses. Et là aussi, si j'ai un petit conseil à vous donner, je vais vous raconter 2 petites histoires, c'est de l'écouter. Alors évidemment, on peut faire ça en règle de management. Moi, je me souviens, la règle de management, on dit, voilà, on fait une matrice, les événements les moins probables, les plus probables, ceux qui ont un impact faible, un impact fort. J'imagine qu'on enseigne tout ça ici. Concentrez-vous sur... Ouais, bien sûr, on peut dire ça comme ça. On dit, concentrez-vous pas trop sur les événements qui ont une forte probabilité pour arriver avec un impact fort, parce que là, c'est probable que déjà toute l'entreprise se concentre dessus. Et souvent, et moi je le prenais juste comme ça, les profs vous disent, concentrez-vous beaucoup sur les événements à impact fort, même si la probabilité est faible. Et vous voyez que toutes les institutions, en fait, elles sont tournées vers les événements à probabilité forte, même si l'impact est faible. Et qu'une façon de secouer les endroits, c'est justement de dire non, on va se concentrer sur les événements ou les choses, ou ce que les sociologues appellent les signaux faibles, qui ont une probabilité faible d'exister, mais qui a un impact très fort. D'abord parce que si on réussit, là, on va évidemment changer le marché, l'organisation, l'institution, tout ce que vous voulez changer. Et puis en plus, on va bien s'amuser. Et donc, je vais vous raconter évidemment à ce sujet-là un regret et une chose dont je suis plutôt content. Une fois, quand on n'a pas écouté, ou j'ai pas su convaincre, ou j'ai pas su même dire à mon patron la petite voix de ce what if, qu'est-ce qui se passe si ça se passait. Il se trouve que parce que dans la carrière ou le parcours qui a été mentionné, il y a eu un moment très intéressant pour moi, en tout cas fondamental, qui a été le lancement d'un petit quotidien qui s'appelait Info Matin. Ça a duré 2 ans. Ça voulait révolutionner la presse quotidienne à l'époque, en instaurant, ça a été lancé le 1er janvier 1994, des gens l'avaient imaginé, des gens dont je n'étais pas l'avaient imaginé. J'ai rejoint l'équipe dès le début. C'est un petit quotidien qui a inventé beaucoup de choses en France, en fait. Pour la première fois, la couleur dans les quotidiens. Pour la première fois, ce qu'on appelle les infographies, c'est-à-dire les graphiques. Pour la première fois, ce qu'on appelait les triples entrées. C'est-à-dire vous avez un papier, vous avez une colonne qui vous donne les repères et puis d'autres choses. Bref, tous des codes de presse écrite pour ceux d'entre vous qui lisent encore les journaux, qu'on retrouve partout en presse écrite. Mais à l'époque, en France, c'était totalement révolutionnaire. C'était très largement inspiré de USA Today, il faut le dire. Mais c'était dans un format en plus qui divisait par 2 le format de la presse quotidienne du jour. Et là aussi, il avait pensé le truc, il s'était dit notre espace vital, entre guillemets, quand on est dans les transports, c'est divisé par 2 depuis 30 ans, donc on va faire un format qui est divisé par 2 par rapport à ce qu'on faisait. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une vague idée de ce qu'a été Info Matin, il a été totalement pompé dans sa maquette ou ailleurs, je le dis ça, prêt à défendre devant les tribunaux, par 20 minutes, mais qui en était un des actionnaires. Donc c'est pas illogique qu'après, il se soit inspiré de cette maquette-là. C'était cet objet-là. Bon, il se trouve qu'on lance le truc, ça fonctionne bien, c'est à prix extrêmement réduit,
mais on s'aperçoit qu'on a des tas de problèmes, je ne vais pas rentrer dedans, logistique ou autre, etc. etc. Et puis, à un moment ou à un autre, on se dit, on ne va pas s'en sortir économiquement, on en vendait quand même 79 000 par jour. Et puis on allait voir dans d'autres marchés de presse ce qui se passait. Et un jour, dans un voyage avec le grand patron, celui qui nous avait racheté, c'était André Rousselet qui avait fondé et dirigé Canal+ pendant longtemps, on est en Europe du Nord et on nous montre de la presse gratuite, c'est-à-dire Métro à l'époque. Et une petite voix, et j'en doute pas le seul, me dit « ça, c'est peut-être le modèle économique possible ». Et donc, finalement, on pourrait, et vous arrivez, vous lancez l'idée au début, et tout le monde vous dit « personne ne le fait ». En France, ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas, c'est compliqué, il y a Havas, il y a le métro, etc. Vous avez 50 000 difficultés qui vous sont démontrées aujourd'hui. Il faut renégocier les contrats de distribution, on n'est pas sûr d'être imprimé par les imprimeries de presse. Enfin, il n'y a que des obstacles. Et donc, vous ne le faites pas, et vous n'écoutez pas du tout la petite voix qui vous dit « ok, là, il y a un trou de souris, la probabilité que ça marche en France, vu tous les problèmes, j'allais dire qu'on me mentionne, fait qu'elle est faible, mais si jamais ça marche, comme on dirait dans L'Arme Fatale 3, on s'en sort. Et en plus de ça, on crée un nouveau modèle. Encore aujourd'hui, je vous parle de 1995, 94, là, c'est le regret professionnel que je me traîne comme un boulet, chaque jour, de n'avoir pas écouté la petite voix qui vous dit, à un moment donné, ce truc-là, on devrait le suivre. Donc cet exemple-là, même si évidemment tout le monde a oublié Info Matin aujourd'hui, m'a suivi tout le temps. Et du coup, deuxième exemple, je ne vais pas vous raconter ma vie, je vous rassure, mais un deuxième exemple toujours sur le fait d'écouter le petit signal faible, parce que c'est ce en quoi je crois, c'est l'exemple inverse, parce qu'on ne foire pas tout le temps quand même. 1999, ça va vous paraître complètement dingue aujourd'hui, mais la bulle Internet éclate d'un point de vue financier. Je travaille au Monde à l'époque. Croyez-le ou pas, à l'époque, tous les titres de presse française disent, et pas seulement française, européenne, Internet, c'est fini. La capitalisation boursière, oui, je vois des gens qui vont dire. La capitalisation boursière s'est effondrée un peu partout, ça licencie à tour de bras. Et donc, dans le domaine de la presse, de l'information, etc., on nous dit en permanence, on plie les gaules, on va faire ce qu'on appelle des sites Internet vitrines, c'est-à-dire juste des outils publicitaires qui vont servir à la diffusion en kiosque de nos journaux. Vous avez même l'ensemble des journaux français qui prennent des décisions pour aller tous dans les sites vitrines. Moi, j'ai un grand patron à l'époque, qui est Jean-Marie Colombani, qui, lui, entend la même petite voix que moi et quelques d'autres que, si ça se trouve, ce truc n'est pas fini. Mais on n'est pas sûr. Je vais outre-Atlantique, parce qu'on me confie la mission de l'entreprise qui s'appelle Le Monde Interactif à l'époque, donc qui fait ce qu'on appelle des portails à l'époque. On ne faisait pas d'informations sur Internet, on faisait des portails à la mode Yahoo. J'ai l'impression vraiment d'avoir un silex et une massue et de parler des temps préhistoriques. Mais vous voyez, l'histoire est pas technique, c'est juste pour vous dire autre chose. Commence à rencontrer les gens du New York Times, du Wall Street Journal, etc., qui nous disent non, c'est pas vraiment fini, mais enfin on a réduit quand même, on a licencié 400 personnes, il y a quand même de l'incertitude, il faut voir ce qu'on va faire, on y croit toujours, mais ça va être très lent, etc. Sauf le patron du Wall Street Journal qui me dit, tu devrais aller voir un mec de Berkeley, il n'est pas du tout dans les médias, il est, et ça va plaire je pense à votre prof, il est ethnologue. Ethnologue. Il fait un peu de sociologie aussi, mais va le voir, je ne veux pas te spoiler le truc, va te voir, et à mon avis, ça va te plaire. On va à Berkeley, donc on passe côte est, côte ouest, reçu par quelqu'un dont la spécialité est les cuisines californiennes. Pas ce qu'on mange, mais la façon dont ça s'organise et la façon dont on vit dans les cuisines californiennes. Et à l'époque, ça va retrouver mon truc préhistorique, il a encore des diapositives, un carrousel et des trucs, il nous montre des diapositives de photos de cuisine californienne et il montre ces 15 dernières années comment elles ont évolué.
Et ce qu'il nous montre, c'est qu'à un moment donné, sur l'espèce de plan de travail, comme on dit, il y a un instrument, le petit téléviseur avec les antennes noir et blanc ou couleur, qui est le 3e ou 4e téléviseur du foyer nord-américain, qui a été remplacé par un truc, par l'ordinateur. Un ordinateur à l'époque sans Bluetooth, donc avec des fils partout, sans écran plat, donc avec comme ça, souvent sans couleur, mais connecté. Et il me dit, regarde, 2 choses qui se passent. La première, c'est que quand ils font venir l'ordinateur connecté à la place du téléviseur, ils ne reviennent pas en arrière. Ils ne font pas un essai et 3 mois plus tard, ils remettent le téléviseur. Et la deuxième chose, regarde le téléviseur, là, ils le décorent comme leur frigo, de façon totémique. Donc, ils l'adoptent, d'un point de vue humain, ça devient quelque chose qui leur appartient. Et le gars qui ne faisait absolument pas de médias se tourne vers moi et me dit, et c'est pour ça, je te le dis, Internet is here to stay. Et donc, alors que moi j'étais journaliste, patron de médias, c'est parce qu'on a entendu, grâce à un ami à un moment donné, un gars spécialisé dans les cuisines californiennes, qu'on s'est dit, alors on va créer quelque chose, on va recréer quelque chose qui s'appelle lemonde.fr, avec de l'information, on va lancer le site internet du Monde, on ne va pas faire un portail, on va faire de l'info, etc., etc. Et donc, et après, évidemment, 1 an ou 2 ans après, la grande vague est arrivée, tout le monde a décollé, on est passé de 300 visiteurs jour à 3 millions de visiteurs jour, et après c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire, puisque je voyais l'interdisciplinarité ou autre, hein, c'est que la petite voix, elle peut arriver de partout. Elle n'arrive pas forcément des gens qui font votre métier, mais elle vient souvent par quelque chose qui est complètement annexe. Et donc c'est ces histoires-là que je voulais vous raconter aujourd'hui, et avec peut-être le 3e exemple que vous garderez pour vous, qui est que, d'abord, se laisser surprendre par l'événement et écouter sa petite voix. 2, écouter les savoirs complètement différents des vôtres, parce que de temps en temps, ils vont faire un éclairage incroyable sur votre activité, alors que même eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils font un éclairage incroyable sur votre activité. La 3e chose, c'est un train peut en cacher un autre. Je vais vous juste dernière chose, et je finis par ça, je vous rassure, après c'est la conclusion. Je me souviens à un moment donné, je ne vais pas donner le nom parce que c'est des acteurs qui existent encore, mais je suis au Monde et on nous propose à la vente un site internet qui marche économiquement pas si mal, mais qui est fragile, et puis un grand groupe est en train de vendre ses actifs, qui est spécialisé dans la programmation cinéma, la critique de cinéma, les programmations vidéo et autres. Moi, je suis, comme le groupe possède aussi Télérama ou ailleurs, je suis vraiment ultra favorable à cette acquisition-là. Je fais mon travail, coût d'acquisition, qu'est-ce qu'il faut faire pour recentrer, etc. Je présente un dossier extraordinaire au conseil de surveillance, et le conseil de surveillance me dit non. Tes coûts de restructuration, c'est beaucoup trop important, pourquoi pas, mais on ne va pas suivre. Et je me suis toujours dit, mais quand même, franchement, c'est pas malin, parce que le site a eu une belle carrière après, on aurait pu faire des choses intéressantes, etc. Alors vous allez me dire, cette histoire, on en vit 10 fois. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que l'aveugle, ce n'était pas le conseil de surveillance, c'était moi. Parce que quelle était l'activité qu'on voulait restructurer? Parce que justement, ce n'était pas dans la programmation cinéma ou ailleurs, c'était une activité de location de DVD par la poste. Les mecs, de temps en temps, ils avaient des entrepôts, et puis ça ne marchait pas très bien, ça ne marchait même pas du tout. Ils louaient des DVD par la poste, ils faisaient une sorte de vidéoclub par la poste. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à mes métiers, la location de DVD par la poste, c'est le métier d'origine de Netflix. Et ils ont tout développé leur activité à partir de cette activité-là. Et donc, vous pouvez faire le malin, ou moi je pouvais faire le malin en disant « moi je suis le numérique, ils n'ont pas compris le conseil de surveillance, etc. » Mais en fait, je n'avais pas vu que le train du site internet qui proposait des films ou ailleurs, cachait un autre train beaucoup plus intéressant qui était l'allocation de DVD par la poste, qui pouvait, à terme, des années plus tard, 10 ans plus tard, etc., donner Netflix. Donc ayez toujours ça en tête, un train peut en cacher un autre.
et un signal faible peut en cacher un autre encore plus faible. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je ne sais pas si ça vous est très utile, mais en tout cas, c'était les anecdotes que je voulais vous raconter en vous disant à tel point je suis heureux et complètement halluciné de voir les transformations de cette école. Et donc, quand on m'a dit au départ Imagination Week à l'ESSEC, on ne m'en voudra pas, mais j'avais le souvenir de ma scolarité à l'ESSEC, et je me disais, mais comment ils font ça à l'ESSEC, Imagination Week. Maintenant, évidemment, j'ai regardé les locaux, je regarde ce qui se passe, etc. Je vois que la révolution a eu lieu ici, et j'en suis profondément heureux. Alors, je vais terminer en anglais par une dernière petite anecdote que m'a raconté un jour un autre de mes patrons, à qui je disais, c'est vraiment, on est face à un problème sans solution. Et à l'époque, il n'avait pas d'Imagination Week, mais je pense que c'était ça. Et il m'a dit, so, I will end with the following anecdote. At the height of the Ice Age, au moment le plus dramatique de l'âge de glace, prehistoric men had the choice of freezing to death outside or returning to their caves, making a fire and dying of smoke. Les hommes préhistoriques avaient le choix entre mourir de froid ou mourir enfumés dans les grottes. Et comme le disait mon patron, et bien sûr, ils ont inventé la cheminée. Et donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour terminer. My dear friends, build chimneys. Construisez des cheminées. Merci beaucoup.